Bonjour les édicts, 2022 touche à sa fin, c'est le moment de regarder déjà vers 2023. Je vous propose donc une liste de 50 nouveautés séries, donc des séries qui ne commenceront leur saison 1 qu'en 2023. 50 nouveautés séries qui, je pense, vont vous plaire. Et on commence par Accused. Accused, c'est une série d'anthologie qui repose sur un principe tout simple et mortellement efficace. C'est des gens de tous les jours qui, du jour au lendemain, se retrouvent accusés d'un crime et qui doivent défendre leur innocence. Produite et créée par le duo Alex Garza-Howard Gordon, qui nous avait déjà offert Homeland. Donc je pense que côté suspense, on est au top. Et ils ont aussi fait équipe avec David Shore, qui est le créateur de Doctor House, et aussi de Good Doctor. Et j'ai toujours eu un faible pour l'écriture de Shore, qui est toujours très aiguë, très incisive. Bref, je pense que c'est un croisement de talents qui va donner une anthologie d'enfer. Agatha, Coven of Chaos. Alors, je vais être honnête, les super-héros et moi, ça fait deux. Mais j'avais été très enthousiaste par WandaVision, et bien sûr le personnage d'Agatha, je le trouvais formidable. Donc j'étais tout content d'apprendre qu'elle allait avoir un spin-off, avec bien sûr la grande Catherine Hahn qui revient, la créatrice Jack Schaeffer qui rempile, et ce sera disponible bien sûr sur Disney+. American Born Chinese, je suis très fan de son concept. Vous prenez un adolescent qui vient de Taïwan et qui ne sait pas trop s'intégrer dans l'école très blanche des États-Unis où il est, et qui rencontre le Monkey King, le roi singe. Le monde mythologique de cette créature va complètement rentrer en collision avec sa propre vie, et le résultat est un mélange de magie, de drama ado et d'arts martiaux. Et en plus, il y a Michel Yeo dedans. Donc, comment vous dire, je suis extrêmement intéressé aussi sur Disney+. Army of the Dead, Las Vegas. Réfractaire aussi de Snyder, je pense que vous pouvez passer à la série suivante, puisque c'est un spin-off de Army of the Dead, avec bien sûr ce mix de rotoscopie, d'éléments photoréalistiques, de live action, enfin bon bref, un style complètement bigarré et en même temps très personnel à Snyder. Si vous êtes intéressé par le style Snyder, je pense qu'il ne faudra pas manquer Army of the Dead Las Vegas. Barracuda Queens sur Netflix. En fait, ça suit le principe de The Bling Ring de Sofia Coppola. Voilà, vous avez une bande de filles qui s'emmerdent dans leur petite cage dorée et qui décident de commettre des vols. Ça se veut un mélange donc de films de casse, de films d'époque, de films engagés parce qu'il y a une bonne dose de féminisme dedans. Je pense que cette version par Netflix va être un petit peu plus dynamique et je pense très colorée aussi. Berlin! Ça y est, le fameux spin-off de la Casa de Papel a été enclenché et devrait sortir en 2023. Donc là, Netflix a mis les bouchées doubles pour un des personnages les plus starbés de la série originale. On espère que l'écriture d'Alex Pina sera toujours aussi incisive et qu'on se rapproche plus des premières saisons de la Casa que des dernières saisons. Mais je vais pas vous mentir, Berlin c'est un fabuleux anti-héros, donc moi je vais voir. La chute de la maison Usher. 2 mots, Mike Flanagan. Le réalisateur, qui en ce moment est en train de tout casser dans le domaine de l'horreur, va faire ses adieux à Netflix, mais pas avant de lui donner une petite mini-série qui se concentre sur le classique d'Edgar Allan Poe. Quand on sait ce que Flanagan est capable de faire côté scénario et côté réalisation, je pense qu'il va rendre vraiment justice au chef-d'œuvre de Poe. C'est quand même une famille complètement détraquée qu'il y a dans la chute de la maison Usher, ne serait-ce que cette histoire d'inceste qui est un peu le moteur de choses complètement horribles qui se déroulent. Bref, je pense que Flanagan est dans son élément. The Company You Keep, remake d'une série sud-coréenne avec Milo Ventimiglia dans le rôle d'un arnaqueur qui va devoir faire alliance avec une agente de la CIA qui lui colle au cul parce qu'ils ont un ennemi commun. Concept chauffé et réchauffé, je suis d'accord, mais c'est ce genre de pitch qui promet toujours une série très efficace. On sent quand même le mélange de romance et de comédie et d'action burlesque qui faisait déjà la fortune des grands films américains des années 30 et 40, les screwball comedies. Donc moi j'attends vraiment une série dans ce style-là. The Continental, vous l'attendiez, voilà le prequel de la série de films John Wick. Attendez-vous à de l'action à gogo, surtout quand Chad Stahelski va réaliser des épisodes, que David Leitch, un spécialiste des cascades, qui a aussi œuvré sur des films d'action comme Deadpool 2, sera de la partie. Donc bref, on prend des talents sûrs pour la baston,
et on fait se rencontrer tout ce petit monde à The Continental. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis hypé, même si c'est qu'une mini-série. Et d'ailleurs, elle devrait être un des atouts de Universal+, qui est un tout nouveau service de streaming, oui, encore, qui vient d'arriver en France. Copenhagen Cowboy, sur Netflix. C'est le nouveau projet de Nicolas Winding Refn. Il a un univers très particulier, un ton bien à lui, immédiatement reconnaissable. Oui, si vous voyez des néons partout, c'est Refn. Si on est client de ce que fait Refn, je pense que Copenhagen Cowboy, avec son histoire d'une nana qui cherche vengeance et qui entre dans le monde interlope du Copenhagen souterrain, ça peut faire des étincelles. Alors c'est en effet assez proche de la précédente série de Refn, Too Old to Die Young. Je veux croire qu'il va être un petit peu plus restreint, et bien sûr faire son mix de trucs ultra stylisés qu'on ne voit vraiment pas tous les jours dans les séries. Daisy Jones and the Six. Série que j'attends avec impatience, puisque c'est un mix de tout ce que j'aime. Une série en style documentaire, qui se déroule dans les années 70, avec du bon son parce que c'est centré sur l'ascension d'un groupe de musique fictif. Toujours un faible pour les œuvres qui parlent de la créativité et la peinture en instantané d'une époque. À voir sur Amazon Prime Video. Damage, sur Netflix. Je suis un homme simple, je vois les mots thriller érotique, je mate. Netflix nous vend ça comme un thriller érotique encore plus haute que Sex Life, sachant que je reconnais à Sex Life d'être en effet très érotique, mais de pas être très convaincant côté histoire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment Netflix a produit des séries de plus en plus érotisées, de plus en plus hautes. Je suis un peu trop fan de ce genre de thriller érotique, donc j'ai regardé Damage, en espérant que le côté mini-série de 4 épisodes va aussi donner un côté plus compact que Sex Life. Dear Edward. Le principe, c'est du Lost. Un jeune garçon de 12 ans qui est rescapé d'un crash avec d'autres personnes, et sur l'île où ils ont atterri, des liens, des relations vont se former. C'est créé par Jason Katims. C'est un de mes dieux depuis qu'il a créé Relativity et surtout Roswell. Et aussi Saturday Night Lights. Enfin bref, c'est un mec qui est extraordinaire quand il s'agit de décrire les relations intenses. Et aussi les relations qu'on n'ose pas dire, qui sont tout en retrait et qui pourtant sont dans une force contenue. Pour une série qui va être aussi point centrée sur le relationnel, j'ai une confiance absolue en Katims. Et la série sera donc sur Apple TV+. En place, sur Netflix. Au départ, en France, on n'a pas été très doué pour la politique. Et puis on a commencé à progresser. On a eu Parlement récemment, qui est une comédie politique française, mais à mourir de rire. Avec En place, on retrouve également la série politique comique, emmenée par Jean-Pascal Zadi, qui, je trouve, est un des meilleurs comiques. Moi, je dis que ça vaut le coup qu'on y jette un œil. Exploded Kittens, un principe complètement frappadingue et débile, c'est Dieu et le diable qui sont envoyés sur Terre sous forme de chats et qui vont continuer à se foutre sur la gueule. Ça va être piloté par deux de mes créateurs favoris, Greg Daniels, à qui on doit la version américaine de The Office, et surtout Mike Judge. Et Mike Judge, c'est un showrunner créateur pour lequel j'ai une adoration folle depuis Beavis and Butthead. C'est un mec qui est le roi de la satire. Le mélange entre l'humour bourrin, percutant, tornade de Mike Judge et le côté assez malin de Greg Daniels. Bordel, je crois que ça va être génial. Hello Tomorrow! Apple TV+, ça fait pas mal de temps qu'il monte en puissance, et je pense qu'avec cette série de SF, mi-comédie, mi-drame, ils vont encore une fois tout casser. On imagine, on a conquis la Lune, on s'y installe, on y vit, et t'as un groupe de commerçants qui se livrent à des petites magouilles, des petites malversations pour vendre leur location à temps partagé sur la Lune. C'est tout à fait le sujet pour faire une satire de nos modes de vie aujourd'hui, mais dans un milieu futuriste et SF, il y a vraiment des chances pour que ce soit marrant et surtout très grinçant. The Idol. Vous le savez, depuis Euphoria, la version américaine, Sam Levinson est devenu une figure à suivre dans les séries. Il reprend du service avec The Idol, qu'il co-crée notamment avec The Weeknd. On y suit donc une star de la génération Z qui, après un petit passage à vide, tente de revenir sur le devant de la scène. Je pense qu'on va aussi se rapprocher du drame terrible des maladies mentales, de la dépression, qu'on voit déjà dans Euphoria. Ça promet d'être étincelant, extrêmement musical, très stylisé, et souvent à crucifier le cœur. Ce sera certainement sur Amazon Prime Video.
OCS n'a pas réussi à renouveler le contrat avec HBO, on pense que les séries d'HBO vont aller beaucoup sur Amazon Prime. Voilà, c'est à suivre. Crapopolis. Si je vous dis Community et Rick et Morty, vous me répondez Dan Harmon, l'un des créateurs les plus imaginatifs et les plus délirants qui existent. Crapopolis se déroule dans la Grèce antique, avec des dieux, des demi-dieux et des humains qui arrêtent pas de se casser les couilles les uns des autres. Il n'y a pas plus hypé que moi pour cette série. Donc si vous êtes fan des scénarios complètement lunaires de Dan Harmon, je crois que Crapopolis est fait pour vous. The Last of Us. Je crois qu'on va pas se mentir, c'est peut-être une des séries les plus attendues de 2023. HBO a canonné à fond sur la promo, sur le budget, sur les images, sur le fait que Craig Mazin, qui est le créateur de Tchernobyl, a co-créé la série, et Neil Druckmann, qui est le boss de Naughty Dog, a carrément participé lui-même au scénario, à la production. Je pense que The Last of Us est vraiment dans d'excellentes mains, et je pense que ça va tout démonter, comme le sait si bien le faire HBO. Lockwood & Co sur Netflix. Apparemment, ce sera la version Ghostbuster de la plateforme. On y suit deux jeunes mecs et une jeune nana qui fight les fantômes de Londres la nuit et qui un jour se retrouvent devant un plus gros morceau aux conséquences énormes. On sent que c'est du pitch qui est vraiment cadré pour que ce soit du Netflix bingeable, mais parmi tout ce que propose Netflix, celle-là a un peu retenu mon attention. Franchement, parmi tout le contenu juste pour divertir de Netflix, je pense que celui-là, il sera dans le haut du panier. Love and Death, du true crime qui raconte l'affaire Candy Montgomery, une femme au foyer texane qui était bien sous tout rapport jusqu'à ce qu'elle assassine une de ses meilleures amies en 1980. Elle est créée par mon dieu vivant, David E. Kelley. C'était d'abord le maître de la série judiciaire plus ou moins comique vu que c'était un ancien avocat. Et puis, il s'est reconverti dans la critique très acerbe de classe moyenne élevée ou classe élevée, bourgeois aisé. Vous pouvez voir ça notamment dans Big Little Lies et The Undoing. Et David E. Kelley a toujours eu le flair pour ce genre de satire. C'est un dialoguiste absolument incroyable. Quand même Elizabeth Olsen, qui est aussi une de mes actrices chouchou. Donc ouais, ça va être bien Love and Death. The Lying Life of Adults. C'est adapté d'un roman d'Elena Ferrante, à qui on doit déjà L'Amie prodigieuse. Donc ce sera beaucoup sur la photographie d'une certaine Italie dans les années 90, et surtout sur le portrait complexe à plusieurs couches d'une héroïne vaillante. The Lying Life of Adults, je pense, ce sera une nouvelle preuve du savoir-faire de Netflix et surtout de Ferrante. The Makanai, Cooking for the Maiko House. Une série japonaise pilotée par Koreeda, quand même un des réalisateurs japonais les plus en vue du moment. Elle traite d'une jeune femme qui voulait devenir geisha, qui n'a pas réussi et qui devient donc une traiteuse. Et donc ce sera donc beaucoup centré sur la cuisine et bien sûr les relations entre les gens. Et ça c'est la recette qui m'avait définitivement conquis quand j'avais regardé Shinya Shukudo, qu'on a traduit sur Netflix par Midnight Dinner, mais il n'y a que les 2 dernières saisons, donc pour eux c'est un peu dommage. Et apparemment c'est une recette similaire qu'on va avoir dans The Makanai. Pour ceux en recherche des mystères et des liens imprévus qu'il y a entre la cuisine et la vie des gens. A Man in Fall, thriller financier. Imaginez le président d'une grande compagnie qui est sur le point de faire banqueroute et qui voit soudainement toute une armée de requins prêts à se jeter sur lui pour se déchirer les restes de son empire. C'est encore mon cher Kelley qui va adapter le roman de Tom Wolfe, et je pense que voilà. Les dialogues vont être fantastiques, les personnages bien tous pourris les uns les autres, bref, tout ce que j'aime chez Kelley. Masters of the Air. Mini-série de prestige, 3e volet d'une espèce de trilogie sur les mini-séries de guerre, qui avait commencé par Band of Brothers et The Pacific. 20 ans après, on a le dernier volet, qui est centré cette fois sur les armées de l'air britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi c'est une trilogie? Parce que c'est encore Spielberg qui est derrière, avec sa maison Amblin, avec une équipe technique aux petits oignons. Voilà. Il y a notamment Kari Joji Fukunaga et Tim Van Patten, le réalisateur du pilote de Game of Thrones. Au scénario, vous avez Graham Yost, qui a notamment écrit le scénario de Speed, qui a créé la série Justified, qui est une espèce de western contemporain que j'aime beaucoup, et surtout une puissante immersion dans la vie des soldats en temps de guerre. Ça va être de la mini-série de guerre qui va faire date. Mayfair Witches. Quand on vous dit qu'il y a une adaptation d'Anne Rice, c'est un peu obligé qu'on la regarde, hein.
l'une des plus grandes romancières fantastiques, de la magie, des personnages complètement fascinants, insaisissables, de la sexiness aussi, parce que c'est très sexy quand même l'écriture d'Anne Rice. Donc voilà, tout ce qu'on aime. Mrs. Davis, la prochaine série du génie Damon Lindelof, à qui on doit notamment Lost, Watchmen, The Leftovers, pour vous dire le niveau complètement hors du commun qu'est ce type. Et là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on met la foi d'un côté, la technologie de l'autre, et qu'on les fait se battre en duel, notamment via l'intelligence artificielle. C'est typiquement le genre de principe que j'adore, et en plus, avec Lindelof en showrunner, je suis sûr que ça va être génial. The Muppets Mayhem. Les Muppets. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une institution iconique de marionnettes depuis les années 70, depuis le génie du grand Jim Henson. Il y a toujours cet esprit bienveillant, lumineux, hilarant, sympathique que j'adore dans les Muppets. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, y compris avoir un bras de fer dans l'industrie du disque et du business, comme c'est promis dans cette série. Il y a les Muppets, ça suffit pour que je regarde. Night Court. Alors ça, je l'ai rajouté, mais c'est un peu pour moi. Night Court, ou Tribunal de nuit, si vous savez pas, c'était l'une des meilleures comédies américaines des années 80. C'était une série judiciaire comique. Ils vont avoir un revival, 30 ans après. On va retrouver les personnages. Et moi, j'ai toujours adoré cette sitcom. Et je suis très impatient pour moi de la revoir. Je pense qu'on peut voir le revival sans avoir vu la série originale. Et je pense que ça va le faire, vraiment. Not Dead Yet. Un peu risqué comme pari, qu'on parle d'une nana qui est fauchée, seule, qui sait pas quoi faire dans la vie, et qui se retrouve à écrire finalement des annonces de décès. Et puis on vire en Ghost Whisperer, puisqu'elle se comprend que maintenant elle peut voir les fantômes, elle peut même leur parler. Vu que c'est avec Gina Rodriguez, je pense sincèrement que ce sera plus comique que la série de Jennifer Love Hewitt, qui n'a jamais été dans mes favorites. Du fantastique, de la comédie, une petite tranche de vie, Gina Rodriguez. Moi je dis que c'est une recette qui a tout pour me plaire. Holar Indiscreto. Thriller qui nous vient du Brésil. Vous prenez une touche de Fenêtre sur cour d'Hitchcock, vu que l'héroïne c'est une nana qui aime bien espionner ses voisins. Une touche de telenovela un peu sexy, puisqu'elle rencontre l'homme de ses rêves. Et bien sûr, thriller parce que les apparences sont souvent trompeuses. Pas original, mais avec le savoir-faire latin en matière de rebondissement, souvent au boîte de feu casque, je pense que ça peut plaire. Orphan Black Echoes. On sait pas grand-chose de ce spin-off de Orphan Black, si ce n'est qu'il y aura Kristen Ritter dedans. Actrice que j'adore, hein, Apartment 23, Breaking Bad, Jessica Jones. Alors on sait peut-être pas grand-chose, mais on sait que ce sera sur un thème similaire, hein, la manipulation de l'ADN, de l'existence humaine. Voilà, vu que j'adorais la série originale, moi j'attends beaucoup du spin-off. Paul T. Goldman. Ça promet d'être l'une des séries les plus folles de 2023. Tout ce que j'aime dans le côté méta un peu foufou. On y suit un mec, donc Paul T. Goldman, qui est un vrai humoriste, et qui, ici, joue une version décalée de lui-même, qui, voilà, un jour, doit devenir un grand guerrier pour pouvoir mettre à bas une dangereuse organisation criminelle. Et c'est fait en mixant avec la réalité, en fixant avec la construction même de la série, que l'on voit en direct. Paul T. Goldman, ça promet d'être un grand bazar, mais soigneusement contrôlé et joyeusement méta. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'attends ça. Platonique, sur Apple TV+. C'est finalement très rare les séries qui sont centrées sur une amitié entre un homme et une femme, sans sentiment amoureux ou de désir, ou alors très peu supplémentaire. C'est fait sous une forme de comédie, avec Nicolas Stoller, un réalisateur de comédie que j'aime beaucoup. Si vous avez vu Forgetting Sarah Marshall, vous connaissez un peu le niveau du mec. En plus, il y a Rose Byrne, qui est une actrice pour laquelle je suis en pamoison depuis Damages. À voir. Poker Face, une petite série à l'ancienne, où tu as une nana qui a des capacités extraordinaires pour savoir quand quelqu'un lui dit n'importe quoi, et qui s'en sert pour résoudre des affaires. Alors ça vous rappelle certainement des séries comme Mentalist ou Lie to Me, et en effet, c'est une série qui est un changement en 2023. Parce que non, on n'aura pas vraiment de feuilleton, mais c'est vraiment un truc genre un épisode égale une affaire.
un peu voilà dans le style, j'allais dire ancien, mais ouais, en fait c'est devenu ancien maintenant ce style, ce qui est bien dommage. Ce style donc de série à épisode standalone, avec en plus Natasha Lyonne en héroïne, et surtout Rian Johnson en tant que créateur showrunner. Alors oui, vous avez le droit de ne pas aimer Rian Johnson après Star Wars 8, mais vous pouvez pas dire qu'il ne sait ni écrire ni réaliser, parce que lorsqu'on voit Brick, qui était un excellent thriller moderne, Looper, ou récemment Knives Out, non, le mec, il a un sens visuel absolument magnifique, une écriture très électrique. Je suis fan de ce que fait Rian Johnson en général, j'avoue, je fais même partie plutôt des amateurs de Star Wars 8, que je trouve être le meilleur des trois derniers films. Des affaires policières, assez sérieuses, mais avec sa patte à lui. Le problème à trois corps. Ah ouais, encore une autre grande série qu'on attend. La trilogie de Liu Cixin, qui a un petit peu retourné toute la communauté SF dans tous les sens, va enfin avoir droit à son adaptation, créée par les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss. Alors je sais qu'ils sont plus trop en odeur de sainteté depuis la dernière saison de Game of Thrones, mais je vous rappelle que le problème à trois corps est une trilogie qui est terminée. Donc du coup, côté est-ce qu'on va rattraper les bouquins avant qu'ils sortent? Non, ça va pas se faire. Avec Benioff Weiss d'un côté, Liu Cixin de l'autre, et le principe du problème à trois corps, avec cette vision très particulière d'une rencontre entre terriens et aliens, moi je dis qu'on va avoir affaire à un des grands événements de 2023. The Rig, thriller de Amazon Prime Video, avec un twist. Quand il y a des gens qui travaillent sur une plateforme pétrolière qui sont soudainement engloutis dans un brouillard qui libère des forces surnaturelles, bah ouais, c'est rapidement le boxon. J'aime beaucoup le mélange des genres, et mélanger le thriller et le surnaturel, ça m'a toujours plu. Et en plus des acteurs écossais, britanniques que j'adore, comme Emily Archer et Ian Glenn, The Rig, pour sa petite dose de frisson surnaturel, ça vaut le coup je pense. Shamaran, une petite plongée dans le folklore turc, avec une jeune femme qui rencontre une espèce de culte un peu étonnant de Shamaran, qui est une espèce de divinité, de sagesse et d'amour, et cette rencontre va faire des étincelles. Là, apparemment, on sera moins dans le thriller et plus dans le mystère, avec en plus la saveur turque qui n'est pas très courante dans les séries qu'on consomme généralement. Moi, je suis très curieux de voir ça. Shogun, 40 ans après la mini-série de 1980 avec Richard Chamberlain, on va de nouveau avoir l'histoire de John Blackthorne, cet Américain qui est parti au Japon faire un voyage et qui a rapidement monté les rangs de la hiérarchie japonaise jusqu'à devenir Shogun, une sorte de chef dictateur militaire. Une histoire épique, solennelle, avec plein de batailles, et je pense qu'avec le savoir-faire technique de 2023 qui est plus avancé qu'en 1980, mais je pense au côté visuel, ça va bien imprimer. Donc on espère que l'histoire va suivre. Shrinking. Vous vous rappeliez le principe de Dr House? Qu'est-ce que pense vraiment un médecin de ses patients une fois qu'ils ont quitté la salle, sauf que cette fois, il les dit devant eux? C'était un peu ça le pitch de Dr House. Bah Shrinking, c'est la même chose, mais avec les psys. Qu'est-ce qui se passe si un psy se mettait soudainement à tout déballer devant vous en pleine séance et à complètement renverser la vie de ses patients, mais aussi la sienne? Eh ben c'est ce qu'on va découvrir pour de rire avec Shrinking, parce que c'est Bill Lawrence qui co-crée la série. Et Bill Lawrence, Scrubs, Ted Lasso, c'est un maître du rire, de l'humour, de la comédie feel good, positive, bon enfant. Et puis rien que pour le duo Jason Segel-Harrison Ford, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Straight Man, on suit un mec d'une cinquantaine d'années qui se retrouve en pleine crise de milieu de vie, qui se met à faire des bêtises dans son université alors qu'il est le chef du département anglais, et je pense que ça va être une exploration fascinante de la psyché d'un homme qui s'effondre sous nos yeux tout en tentant de se rattraper aux branches. Avec le brio de Dunkirk pour le drama, je pense que ça va être une des plus belles séries dramatiques de cette année. That 90s Show. Alors oui, si vous vous rappelez, That 70 Show a été une sitcom brillante et a tout gagné. Le spin-off That 80 Show n'a pas du tout marché. Deuxième tentative avec That 90s Show, et ça va être un mélange entre des persos de la série originale et leurs héritiers, leurs descendants. Je sais pas ce que ça va donner, mais vu que j'aimais bien la série originale, j'ai envie de donner une chance à ce deuxième spin-off. Tomb Raider. On ne sait à peu près rien de ce projet. Voilà, ce sera juste une série animée sur Netflix. On sait vraiment pas ce que ça va donner,
Mais allez savoir, en amateur de la franchise, je suis toujours curieux d'une nouvelle entrée Tomb Raider. Transatlantique, une histoire vraie assez dingue où un journaliste américain a, en 1940-1941, voyagé en France et a tout fait pour sauver plusieurs milliers de personnes qui étaient en danger à cause de l'invasion allemande et qui a essayé de les faire passer par l'océan. Une série historique sur la Seconde Guerre mondiale sur une histoire aussi impressionnante que celle-là, j'ai envie de voir ce que ça va donner. D'autant plus que c'est Anna Winger qui a créé la série et qui nous avait déjà régalé avec sa trilogie d'espionnage Deutschland 83, 86, 89. Franchement, il y a du beau monde. True Lies. Si on avait su qu'une petite comédie de Claude Zidi appelée La Totale serait ensuite adaptée par Cameron en film et maintenant, plus de 35 ans après, en série, bah dis donc, on l'aurait pas cru. On va suivre le principe bien fandard d'une femme au foyer qui découvre que son mari est un espion et qui vont devoir sauver le monde et leur mariage. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est tout à fait le genre de pitch que j'adore. Puis bon, les films originaux étaient pas mal, surtout celui de Cameron d'ailleurs. Velma. Alors, je suis un peu partagé, puisque ce spin-off de Scooby-Doo, il n'y aura pas Scooby-Doo. Bon, on dirait à quoi ça sert. Mais bon, vu que j'ai tellement aimé les personnages, ça va vraiment être ou tout raté ou tout génial. Je sais absolument pas ce que ça va donner, je suis juste curieux de voir comment ils vont s'en sortir. The Watchful Eye. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien les thrillers financiers. J'aime beaucoup ce que va proposer The Watching Eye. Vous prenez la nounou d'une famille riche qui se met à trébucher sur les malversations politiques et financières d'une énorme entreprise et qui va basculer dans une vie de cauchemar. On a la recette parfaite pour un divertissement qui carbure à l'octane et aux mailles financières, aux mailles toxiques absolument ébouriffantes. Ouais, je crois que The Watchful Eye, ce sera un des très bons frissons de 2023. White House Plumbers. Vous savez, les Américains adorent exorciser leurs démons par la série et le cinéma. Et ben White House Plumbers, qu'est-ce que fait? C'est tout simplement l'histoire du Watergate. Voilà, comment l'histoire du Watergate a explosé. Pas seulement ce qui a mené au scandale, comme on pouvait le voir dans Les Hommes du Président qui s'arrêtaient à la révélation, mais aussi les conséquences qui ont suivi. Qu'est-ce que ça a donné pour le gouvernement américain de l'époque, jusqu'à la démission de Nixon. Ça devait être de la mini-série de prestige, par HBO, bien solide, bien carrée, bien prenante. On va regarder ça. Wilderness. Les séries sur les couples, ça fait toujours partie de mes sujets préférés. Et dans Wilderness, quoi de mieux? Un couple heureux, sans nuages, en voiture, puis le mari lâche, bon j'ai été infidèle. Et là, les chiens de l'enfer sont lâchés. Donc là, on nous promet une histoire qui va explorer à fond l'intimité d'un couple. Ça va chier dans le ventilo, apparemment, ce que ça va donner. En fait, mon roman préféré, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Et je pense que depuis ce roman, j'ai toujours eu un faible pour ce genre d'œuvre sur les couples. Et pour terminer, Wolfpack. On reprend le créateur de Teen Wolf et Jeff Davis. Vous mettez l'ancienne Buffy, Sarah Michelle Gellar, au centre, et voilà, vous avez une série surnaturelle à base de créatures fantastiques, où il y aura des loups-garous, enfin, une espèce de faux crossover avec Buffy. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est le petit plaisir de fan que j'attends en 2023. N'hésite pas à me dire quelles sont les séries que toi, tu attends avec le plus d'impatience, et n'oublie pas, le binge-watching, c'est la vie.